Et bonsoir à toutes et à tous, c'est Bastien. On est ensemble pour l'émission La Lucarne Verte, l'émission du média Actu Santé. Ce soir, nous allons débriefer le match nul entre Saint-Etienne et Amiens, le 1 partout, et nous vous parlerons de l'avant-match entre Le Havre et Saint-Etienne. Je suis entouré d'une grande équipe ce soir. Nous avons l'encyclopédie humaine de l'AS Saint-Etienne, Monsieur Albert. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et très merci Albert. On a aussi un homme qui ne mâche pas ses mots, un homme qui dit tout ce qui lui passe par la tête. On a l'électron libre de la parole, c'est Guillaume. Salut toute l'équipe, salut tout le monde. Et on a un invité exceptionnel, mais quand je dis exceptionnel, c'est du très très lourd. On a le boss d'Actu Santé, on a Colin avec nous. Salut les gars. Eh ben écoute, très content. Bon, messieurs, on va parler du coup de ce match, un match nul un peu à l'arraché. Je vous fais quand même un tout petit résumé de ce qui s'est passé. Les Verts, dans Saint-Geoffroy Guichard, donc hier soir à 19h, les Verts ont arraché un match nul, une première mi-temps où les Verts ont plutôt, on va dire, dominé cette première mi-temps. Et Amiens va ouvrir le score en deuxième mi-temps, aux alentours de la 60e, avec, il faut le dire, un très beau but d'Amiens, un beau centre, une belle reprise, c'est limpide. Et derrière, les Verts vont un peu galérer, mais les Verts vont aller arracher vont arracher égalisation, grâce notamment à un beau travail défensif de Wadji qui va perturber son adversaire sur la ligne de touche. Le ballon va être récupéré par Nielsen Kounkou qui va continuer sa course. Une frappe contrée et qui va arriver dans les filets de Régis Gürtner. Les Verts égalisent, mais malheureusement n'arriveront pas à faire sauter le verrou amiénois. Les Verts prennent tout de même un point et continuent leur série d'invincibilité qui est là depuis début janvier. Donc messieurs, les Verts sont toujours 13e, ont pris un point, mais quand même, il y avait de grosses lacunes techniques, notamment avec le 11 de départ. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce 11 de départ qui n'a pas forcément très bien fonctionné? On va commencer par Albert. Qu'en as-tu pensé de ce 11? Est-ce que tu l'as pensé raté? Alors, j'aurais dit Honora Boss, mais bon. Alors, j'ai été très très surpris, comme je pense un peu vous tous, par le 11 de départ de Laurent Batles. Parce que les titularisations de Fromba, c'était sa première à Geoffroy Guichard, première titularisation à Geoffroy Guichard. Celle de Bamba, à la place de Boutouari et Lobry, c'était un pari. C'était un pari et j'ai malgré tout trouvé que ce pari était raté. Il n'a pas donné ce qu'il devait donner et je trouve que ça aurait dû. Alors, à part les 10 premières minutes, où on a un peu emballé le match, mais le reste, trop de passes à contre-temps. On n'a pas assez déséquilibré Amiens, qui a joué plutôt à sa guise. Ils n'ont pas été trop dangereux non plus, mais quand même, ils ont eu 2 ou 3 situations chaudes. Et bon, j'ai pas été satisfait de cette première mi-temps qu'on a joué, à mon avis, sur un trop faux rythme quand même. Et on méritait pas plus que le 0-0 à la mi-temps. Bah, très bien. On va passer la parole au boss. Le boss. Par rapport au 11, je pense que c'était important de changer ce trio au milieu de terrain, enfin ce duo en tout cas entre Lobry et Bouchouari, parce qu'ils enchaînaient les non-matchs. Mais après, est-ce que Batles n'a pas été trop confiant en changeant les 2 joueurs, parce que c'est vraiment changer un style de jeu, notamment avec Bamba, c'est vraiment un autre joueur que par exemple Bouchouari. Il a vraiment joué différemment. Est-ce qu'il n'a pas pris trop de risques et du coup forcément derrière on a eu du mal à s'imposer, en tout cas en première mi-temps. Est-ce que ça n'a pas été trop risqué de mettre ces 2 joueurs-là, titulariser ces 2 joueurs-là, même s'ils montrent du bon depuis quelques temps? Les 2 ensemble, changer ce système, du coup, changer cette manière de jouer, ça a peut-être été trop risqué, je pense. Et toi, du coup, Guillaume? Moi, je vous trouve un peu dur parce que moi, à la pause, j'étais frustré parce que moi, j'ai trouvé qu'on avait fait une très bonne première période. Je nous avais trouvé dans l'entame pour une fois mordant, dominant. On a joué haut, on a tout de suite mis de l'impact. On récupérait haut. Si pour moi, Batles n'avait pas si
de mauvais choix dans ces deux changements milieu parce que cette première mi-temps, moi, je l'ai trouvée cohérente, je l'ai trouvée bonne. Et c'est même dommage qu'on ne l'ait pas concrétisé pour moi parce que Amiens, on ne les a pas vus. Donc, Batles, ouais, le turnover, je pense qu'il faut en faire. Pour rappel, je pense que l'homme de base au milieu, c'est mon conduit pour Batles. C'est lui son métronome, c'est lui son régulateur. D'accord. Il a voulu changer ses deux relayeurs au-dessus de lui, ça ne me choque pas. Et je reste convaincu qu'on a fait pourtant une bonne première, mais je rejoins la défaillance technique. Je pense qu'on a manqué de finition, on a manqué d'attaquants. Je pense que les attaquants n'ont pas été bons dans les déplacements, dans les passes, dans les combinaisons. Non, Bamba et je pense que, tu vois, défense milieu, on a été bon. Il a manqué cette finition en première, pour moi. Ah, puis au-delà de ça, je pense qu'il y avait dans l'idée de Batles, c'était peut-être en mettant Bamba au milieu de terrain, une idée sans doute de jouer très offensif, sans doute, avec Fomba, qui a plus un profil défensif. Donc justement, il voulait essayer de combler le déficit en disant j'essaie d'équilibrer avec un Bamba qui va forcément jouer beaucoup plus haut. Et même, il jouait pas forcément au milieu de terrain. Bamba, il aimait bien s'exporter côté gauche. On le voyait très souvent lorgner le côté gauche. Et du coup, il laissait des fois, peut-être, ça a laissé des trous de temps en temps au milieu de terrain, notamment parce qu'on a été trop imprécis sur des centres, même sur des passes et des contrôles qu'on a ratés. Alors, est-ce que le terrain, la pluie, le terrain qui fuse peut peut-être changer quelque chose? Je sais pas, mais dans tous les cas, il y en a quand même eu beaucoup d'erreurs techniques, des passes mal faites, des courses, on s'est pas trop compris, et on n'a pas trouvé nos attaquants aussi. Bah, j'ai l'impression que Bamba devait trouver Crasso à de nombreuses reprises pour aller lancer Wadji. Ça a marché dans les 15 premières minutes, mais après, ça a été mort. Il y avait trop de déchets. Ça marchait plus. Bamba réussit pas la majorité de ses dribbles. Duel au sol, il n'a pas été bon. Crasso non plus. Et du coup, Wadji, forcément, derrière, il peut pas partir. Il peut pas aller chercher la profondeur. Mais c'est sûr que l'attaque n'a pas existé. D'ailleurs, hein, le buteur, c'est Nielsen Kunku. Alors, pour le coup, je vais être peut-être plus tolérant avec Wadji que Crasso. Crasso, on a l'impression que les défenses sont cernées, mais Wadji a toujours cette espèce d'électron libre où il est encore pesé, même dans le pressing, on l'a vu. Mais un attaquant qui ne ménage pas ses efforts. Et d'ailleurs, le but, je l'ai dit, hein, mais c'est un pressing de Wadji sur un défenseur qui lui fait perdre le ballon, et derrière, Nkunku récupère et peut aller tout seul dans sa course, frapper. Tu vois, c'est un exploit individuel. C'est pas collectif. Non, mais ça en dit long sur l'attitude d'un attaquant qui va défendre, et c'est un attaquant qui est super généreux. Si on le serre dans la profondeur, il va aller chercher les défenseurs. Il adore presser. Forcément, la défense adverse, ça recule. Hein, quand un furieux qui te presse tout le temps, qui va te chercher dans la profondeur, il est super généreux. Moi, j'aime beaucoup. Après, il faut qu'il marque. C'est un attaquant, faut qu'il marque. Puis au-delà de ça, les deux n'ont pas su se trouver. Ouais. Et je pense qu'aussi là, il y a eu peut-être aussi, je pense que avec peut-être l'association Fomba et Bamba, ça n'a peut-être pas fonctionné, le fait d'avoir avec les deux attaquants. Comment ils sont peut-être positionnés? Est-ce qu'il y a peut-être pas un autre style de jeu adapté pour ces deux attaquants quand tu mets du Fomba et Bamba? Est-ce qu'ils sont vraiment de la paire est-elle vraiment adaptée à comment fonctionne notre duo d'attaquants? Parce que je trouve que quand Bouchoir et Lobry sont sur le terrain, nos attaquants, il y a un meilleur automatisme. Donc, je suis d'accord. Tant que le souci en première mi-temps, c'est que Fomba n'a pas été trop capable de prendre des initiatives, donc il a fait un match pour moi qui était transparent, timide, pas vraiment. Bref, il n'a pas apporté. Derrière, tu as un Bamba qui a eu trop de déchets techniques. Bien sûr. Et donc, pour créer du jeu, c'est compliqué. Et en plus, tu n'es pas aidé par deux attaquants, dont un, Jean-Philippe Crasso, samedi, a tout raté. Alors, je veux bien croire que les défenseurs commencent maintenant à bien le connaître. Ils connaissent ses crochets qu'il fait régulièrement et que maintenant ils ne se feront plus surprendre. Je veux bien, mais non, là, contre Amiens, c'est le plus mauvais joueur sur le terrain, de loin. Et évidemment, on ne peut pas non plus trop lui taper dessus parce que c'est quand même notre joueur phare et qui nous a sorti plusieurs fois de situations compliquées. Mais contre Amiens, ce n'était pas un bon match. Donc quand tu as 3 sur 4 joueurs, quand tu as 3 joueurs sur 4
qui sont en dessous de leur standard. Forcément, c'est compliqué pour gagner un match. Contre Amiens, qui est comme 9e, qui n'est pas non plus. C'est compliqué. C'est compliqué parce que certains joueurs n'ont pas donné. Là, ça a pris trop de risques dans son 11. Il sort. Alors oui, c'était pas un Bouchoirie-Lobry, mais c'est un changement de système quand même. Parce que là, c'était vraiment Crasso-Bamba qui étaient ensemble. C'était vraiment Crasso-Bamba qui jouaient ensemble. Les deux font un match mauvais. Crasso parce que les défenseurs savent le défendre maintenant. Bamba parce qu'il est mauvais. Donc, oh non, tu es dur. Dis-moi une bonne prestation qu'il a fait, à part son entrée le dernier match où il provoque son penalty. Non, même en première. Non, mais tu es dur, je trouve. Et Bamba titularisé, ça ne marche jamais parce que c'est un gars qui doit rentrer en cours de jeu pour aller dynamiter. Il a un côté atypique. C'est un joueur avec une certaine technique. C'est un joueur qui vient de Nantes. Et l'erreur qui a encore fait ça, c'est de le mettre en meneur. Il n'a pas tout raté. Non, il n'a pas tout raté. Le gars n'est pas régulier, le mec n'est pas régulier, il a jamais vraiment rien montré à part sur son prêt à Amiens, le mec n'est pas régulier, tu peux pas le mettre au milieu de terrain en tant que métronome un peu de... J'accorde beaucoup plus de crédit à Bamba que Chandos par exemple, tu vois. C'est deux styles trop différents, c'est trop différent. Non mais ils peuvent jouer dans le cœur du milieu de terrain, tu peux mettre les deux mêmes. Non mais au-delà de ça, moi j'ai trouvé que Bamba ne fait pas... Alors, pour moi, Bamba n'est pas le meilleur, mais c'est pas le pire. Parce que pour moi, Bamba, alors je crois que d'ailleurs c'est lui qui se crée la meilleure occasion première mi-temps, avec une frappe qui est détournée par Régis Gürtner, sans dire de bêtises, le pied gauche. Donc honnêtement, non mais c'est pas. Et puis au-delà de ça, mais j'ai pas trouvé un joueur non plus si affreux que ça. Alors c'est plus. Dans son rôle, il peut pas avoir autant de déchets. Non, je suis d'accord. Là-dessus, je suis d'accord. Il ne doit pas avoir autant de déchets. Bouchoirie en a aussi, parce qu'il a une prise de risque avec ses dribbles et autres, et voilà. Dans ce milieu-là, c'est obligé de prendre des risques aussi. Bouchoirie, c'est sorti sous contrôle. Le mec, il fait un ballon et il part. Bamba devait être le rôle d'après. Bouchoirie, peut-être faire un fond bas sur la récupération et après le laisser partir pour aller jouer les transitions. Sur ce match, je pense que c'est vraiment notre attaque qui a été le péché, à savoir que on a deux attaquants vraiment diamétralement opposés. T'en as un qui a bien décroché et venir, donc il va se remettre dans le trafic du milieu de terrain, va chercher à combiner, faire des relais, et t'en as un qui va chercher beaucoup plus à lui, aller en profondeur. Et on n'arrive pas à trouver le bon dosage en attaque, on ne se trouve pas. On a 2 pointes. C'est dommage que de marquer un but à domicile, face à Amiens. C'est frustrant. Écoute, non, mais ça peut être frustrant. Je pense que, tu vois, là, je pense que Bamba a officialisé son statut de je rentre à la 60e, pas plus. Jamais il va être titularisé parce que sur ces 2 titularisations, il n'a pas été bon. Sur la majorité, il n'a jamais été bon sur ces titus. Il n'est pas capable de faire un match complet en étant bon. Et le mec est bon qu'à partir du moment où il rentre parce qu'il est mieux en forme que les joueurs qu'il affronte, tu vois. Genre, c'est tout. Ça, c'est pas faux. Je pense qu'on peut l'utiliser en impact player. En super sub, ça peut être pas mal. Parce que effectivement et techniquement, normalement, il peut apporter un plus par ses crochets et par sa technique. Sauf que quand il a trop de déchets comme contre Amiens, peut-être trop de pression aussi. Parce que c'est une titularisation qui devait compter, où il devait s'affirmer. Et malheureusement, moi je trouve effectivement qu'il n'a pas été à la hauteur. Tu as raison, il n'a pas fait non plus un match exceptionnellement mauvais, mais il n'a pas été à la hauteur. Il n'a pas été à la hauteur de ce qu'on attend. Et notre animation offensive en a pâti, pas à cause de lui, pas tout seul. Oui, parce que c'est pas l'attaquant. Ouais. Non, écoutez, mais je suis tout à fait d'accord. Écoutez, messieurs, sur ces bonnes paroles, on va passer au deuxième sujet. Tout de même, Nevers ils ont été imprécis, ils ont peut-être concédé l'ouverture du score, mais Nevers sont battus jusqu'au bout pour essayer de renverser la vapeur. Alors, ils ont égalisé. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à marquer ce deuxième but, mais tout de même, il y a ce but qui symbolise un peu l'état d'esprit avec cette course de... C'est peut-être une action individuelle, mais je trouve qu'il symbolise bien un état d'esprit avec Nkunku qui va jusqu'au bout de son action. Alors certes, il y a un peu de réussite et ça symbolise un peu l'état de forme de cette équipe où on a quand même une certaine réussite, le tir contré. Et puis même, il y a une autre prestation qui pour moi symbolise un peu l'état d'esprit de la combativité, c'est la bonne performance de l'Arseneur dans les buts.
Et ça fait longtemps que vraiment on n'a pas eu une performance d'un gardien comme ça. C'est-à-dire qu'il a fait des arrêts extrêmement décisifs. Il sort une claquette sur une tête, ou non, je crois sur une volée aux alentours de la 35e. Et alors, la deuxième qui sort, qui pour moi est peut-être encore plus et la plus importante, c'est après l'égalisation, Léotet part sur le côté, il rentre intérieur, il frappe premier poteau, et la main, mais claquette de la main, parade exceptionnelle, Ouais, super. réflexe magnifique. Donc messieurs, l'esprit des Verts est symbolisé peut-être plus par cette prestation monumentale de Gauthier Larsonneur. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ouais. Moi, je pense qu'il n'y a pas que l'Arseneur, mais vu que c'est ton fédérateur, forcément. Déjà, juste le but de Nkunku, faut pas oublier qu'il sort d'un pressing de Wadji. Enfin, c'est ce qu'on disait. Ouais. Oui, c'est un pressing de Wadji. Un but sur pressing, donc ça veut dire que les mecs à la 50e, ils avaient encore envie d'aller mettre un but. C'est sur pressing, c'est pas genre sur une création de jeu, juste ils ont eu de l'inspiration. Ils vont chercher le ballon et ils continuent sa course et il le met. Et tu remarqueras aussi sur le but, il y a 2 joueurs, je crois que c'est Wadji et Crasso, qui sont devant le but. Tout le monde y est allé. Peut-être Bouchoir, en bas, tout en bas. Ouais, c'est ça, c'est possible. Tout le monde y est allé pour marquer le but. Donc, ouais, c'est encourageant. Non, c'est une belle réaction. Moi, j'ai envie de dire, ça, c'est le genre de match, il y a 2-3 mois, on le perdait. Voilà, on serait parvenu. Là, il y a une attitude qui est beaucoup mieux. Ça, il y a 3 mois, on le perd parce qu'on se serait buté les dents sur le but, on aurait tâtonné autour. Mais là, 2 choses, Bastien. Ouais, on revient au forceps. T'es mené à domicile. Bon, bah, tu reviens, tu fais quand même le minimum syndical, 1 point. Bon. Et puis, bah, le petit but qui est contré. Ben moi, j'ai envie de dire que ça tourne un peu, peut-être, tu vois. Peut-être qu'il y a 2 mois, bah pareil, on aurait mis le même pétard, et ben ça aurait fait par sortante. Bon. Et ben peut-être que ça tourne. Pourquoi pas? On a besoin de ces phénomènes-là aussi. Hein. Bon. Là aussi, ça se provoque. Hein. Donc, Ah bah oui. Mais la course d'Nkunku, bon, il y a aussi une étape, quoi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a déboulé le côté, le couloir, il rentre tout, il frappe. Voilà. Le gars était déterminé. Ouais, sur le but, on sent une détermination d'équipe. Voilà. Ouais. Albert, t'en as pensé quoi? Je suis entièrement d'accord avec vous. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Et même au stade, on voyait bien la détermination de tous les joueurs à se battre sur chaque ballon. Ça, c'était évident, notamment même les défenseurs qui ne s'avouaient jamais vaincus. J'en veux pour preuve, malgré tout, sur les 2 ou 3 petites fautes d'anti-jeu qu'on commet, notamment Cafaro, voire même Moconduit, qui font vraiment des fautes parce qu'il faut arrêter l'action qui peut aller loin. Donc, ils ont d'ailleurs pris un carton chacun. Mais toute l'équipe est aujourd'hui à un même niveau de combativité, un même état d'esprit pour ne pas perdre et pour revenir quoi qu'il arrive. Et c'est le jour et la nuit avec le match contre Rodez, où c'était la même chose. On prend un but et on s'est complètement liquéfié. Giraudon se prend un carton rouge inadmissible. Et il y a une cohésion. Au mois de novembre, pardon. Oui, c'était au mois de novembre, début novembre, donc 3 ou 4 mois plus tard, on a une vraie équipe sur le terrain, 11 joueurs qui se battent, avec quelques soucis techniques peut-être, mais 11 joueurs qui se battent et qui vont nous sortir de là et qui vont arracher leur maintien, j'y crois de plus en plus. Puis au-delà de ça, dans l'esprit de combativité, même la réussite, où ça s'est inversé, je reviens vite fait sur Gauthier Larsonneur, parce que la parade qu'il fait sur la frappe de Léotet, c'est-à-dire celle où on peut se faire climatiser juste après avoir égalisé. On peut être clair que ça, il y a un mois, ça rentre. Notre gardien, il va la toucher, mais ça rentre. Ouais. Ça serait rentré. Il y aurait eu but, on se serait fait climatiser. Là, le gardien la sort. Il la sort, c'est corner. C'était un des postes qu'il fallait travailler. De toute façon, c'était un poste qui était un fardeau dans ce club. Et Larsonneur, c'est quand même une bonne pioche. Et là, c'est la valeur sûre, tout simplement, je pense. Et puis, il te fédère ta défense. C'est lui qui fait que la défense se porte mieux. Parce que tu peux avoir la meilleure défense du monde si derrière, tu as un gardien qui n'a pas de leadership, qui n'est pas rassurant, c'est ça. Ça marche pas. Mais là ça marche. Il est très bon sur sa ligne. Parce que l'arrêt qu'il fait sur Lyotet, c'est exactement le même que celui à Niort, où pareil, claquette, par contre là c'était le côté gauche, mais pareil, claquette qui permet à l'SS de ne pas prendre de but et de marquer par la suite. Donc c'est le même type d'arrêt. Donc il est très fort sur sa ligne.
il est rassurant. Il capte de nombreux ballons sur corner. Ouais. Alors qu'en gauche, bon, il est quand même perfectible, notamment tous ses dégagements, ses relances longues. Elles sont souvent ratées. Ses sorties, quelquefois, je vois celle contre où il je dirais pas qu'il assomme, mais quand même. Oui, je vois. Briançon a mis 5 minutes à s'en relever parce qu'il est quand même sorti dessus. Oui, il est perfectible, mais en tout cas, effectivement, c'était un poste indispensable à renforcer et c'est une bonne pioche pourvu que ça dure. Et d'ailleurs même d'ailleurs d'ailleurs je trouve il symbolise bien aussi l'esprit parce que la communication avec les défenseurs et d'ailleurs parlant des défenseurs, on a quand même Seydou Sow qui finit à la limite de finir sur les rotules, qu'à la fin il a des crampes comme pas possible. Briançon est quand même bien sonné, on voit que ça a quand même bien charbonné la défense, mais les mecs ils ont fini parce qu'il y a quelque chose. Il y a vraiment 11 joueurs et c'est 11 bagarreurs. C'est comme on dit, c'est 11 mecs. Vous allez à la guerre avec, vous gagnez. Et ça change tout dans le foot. Hein. Quand tu as une équipe qui est concernée, qui met le pied, l'impact et qui a l'envie, bon, bah déjà. Et qui a du vice aussi. Et qui a du vice. Et puis, les fautes d'anti-jeu qu'on parlait. Mais ça, même si tu prends carton, mais faut les faire. On les faisait pas. Mais là, faut le vice, le petit truc, la petite patte, le petit. Alors c'est pas forcément très fair play comme on dit, mais faut le faire. T'as pas le choix des fois. Et les gens et les autres se privent pas. Donc on va le faire. D'ailleurs, Amiens a mis 3 quarts d'heure pour tous ses dégagements en tout fin de match. Ah oui. Quand on était en temps final. Bien sûr. Il en fout. Mais t'es aussi sur une dynamique positive. Mais bien sûr qu'on ferait pareil. Bien sûr. C'est une bonne guerre. Après, on est sur une bonne dynamique, on est invincible, entre guillemets, il y a une série qui court. Et tout ça, c'est des ingrédients qui font que la cohésion, l'entraînement, t'es mieux, t'es de bonne humeur, t'as envie de te faire mal pour les copains, de faire le repli défensif. On est sur une vraie équipe qui commence à se dégager. Il y a une vraie force qui se dégage. Il y a quelque chose. En dehors de ça, ils vont chercher le but et ils le mettent. Parce que oui. jusque là, tu voyais des Verts qui combattaient pour pas prendre de but, mais ils n'avaient pas de réussite. Là, en plus, on arrive à mettre à égalité derrière. Oui, non, mais par contre, on en avait quand même bien vu. Enfin, en tout cas, moi, la différence, elle a été éclatante. De là où j'étais, c'est on est mené 1-0 et Laurent Batles fait les changements qu'il faut. Hein, en intégrant Bouchouari et Aubry, ça a tout changé. Enfin, Bouchouari a tout changé. Bien sûr. Il est à mon sens, il est indispensable au moins à la maison. Mais là, surtout que le mec était frustré d'avoir été mis sur le banc. C'est-à-dire qu'il met Fomba, Bouchouari qui a l'air très compétitif vu comment il sort et à chaque fois comme il râle. Là, il lui envoie un message en le mettant sur le banc, en mettant Fomba titulaire. Tout à fait. Il le fait rentrer, forcément le mec a la hargne. Forcément, il a bien répondu. Je pense que ça stimule des fois d'avoir des joueurs en le mettant sur le banc en disant putain, j'ai un peu la rage. Si je rentre, je donne tout. Là, il avait la mentalité de si je rentre, je vais tout casser. Et puis, t'as le public. On peut se demander si c'était pas un coaching de Batles de mettre Fomba titu pour faire rentrer Bouchouari en seconde mi-temps pour putcher en seconde mi-temps, pour aller pousser en seconde mi-temps. C'est possible aussi. Et ça a marché, en tout cas, si c'était ça a marché en tout cas. Moi, je pense qu'il était dans le turnover, mais en tout cas, Bouchouari a apporté vraiment un petit vent de fraîcheur au milieu, oui. Tout de suite, il a éclairé le milieu, il jouait vite et il trouvait encore des bonnes séquences. Oui. À domicile, quand tu veux faire la possession et tenir le ballon, tu dois être là. La différence. Albert conclut, vas-y. Pardon ? Vas-y, conclut Albert. Oui, je dirais la différence technique entre Bouchouari et Bamba était flagrante. Alors, effectivement, Bouchouari avait les crocs, c'est clair. Et peut-être fatigué et donc a peut-être besoin de se reposer et de ne pas débuter. Mais le bien fou qu'il a fait, c'est bien sûr. Et c'est ce qui nous a fait égaliser. Hein. Sincèrement, ça nous a remis dans. Il a réorchestré le milieu. C'est vrai. Eh ben, écoutez, messieurs, on va passer au dernier sujet de l'avant-match. On va faire ce qu'on appelle le point de vue du match et on a 2 points de vue, sachant qu'on a 2 cas, enfin même 3 points de vue différents. Donc on a Colin et Guillaume qui ont vu le match depuis leur poste de télévision. On a Albert qui était au stade
en Henri Point supérieur et moi j'ai été au stade en Cop Nord. Donc on a chacun un peu notre point de vue différent. On va commencer par aller Albert, toi qui était au stade, ton ressenti, sachant qu'en plus, je vais quand même le noter, 23 072 spectateurs, la meilleure affluence de l'AS Saint-Etienne pour l'instant en Ligue 2. Pour un match en plus, un samedi à 19h, c'est costaud, c'est très costaud. Albert, quel est ton point de vue depuis ta tribune Henri Je me suis Point? régalé, très sincèrement, parce qu'effectivement, 23 000 spectateurs, 2 copes qui se répondaient, et pour moi, c'est la première fois de la saison qu'ils se répondaient de la sorte. Oui, j'entends ici et là que l'ambiance n'est pas pareille, qu'il y a moins d'ambiance qu'avant. Je ne l'ai pas ressenti, pas du tout ressenti en étant au stade. Les copes ont joué à fond, ont soutenu leur équipe. Bon, bref. Non, moi, j'ai été très, très content de l'ambiance, très content du fait qu'on a retrouvé un public qui soutient son équipe. Son équipe montre qu'elle mérite d'être soutenue, clair. Mais non, moi, j'étais super content. Franchement, après, je sais, il y a une polémique avec les portables, pas portables, smartphone, pas smartphone. Vous en parlerez aussi. Mais moi, je suis au-dessus de tout ça. Ouais, je suis au-dessus de tout ça. Très sincèrement, Cop Nord, super. Cop Sud qui répondait parce qu'il y avait quand même beaucoup plus de monde que d'habitude, enfin, en tout cas depuis ce début de saison. Non, pour moi, pour que ça dure. Pardon? Et Henri Point, c'était comment? Les gens étaient dedans aussi? Oui, ils étaient dedans. D'ailleurs, une anecdote que je peux vous donner, c'est que derrière moi, il y avait une petite gamine de 8 ans, donc qui me cassait les oreilles. Mais j'ai trouvé ça extraordinaire, quoi. Extraordinaire qu'une gamine de 8 ans soit à fond dedans. Par contre, elle avait son portable. Après, c'est Henri Point, c'est Henri Point, c'est pas gênant. Voilà, très sincèrement, pourvu que ça dure et pourvu que notre équipe nous montre qu'elle peut être soutenue jusqu'à la fin. Bien sûr. Très bien. Alors, messieurs, de votre point de vue, qui veut commencer, de votre point de vue canapé? Transition, pour faire la parfaite transition du point de vue canapé. J'ai été au stade avant le match, du coup. Et oui, les gens étaient déjà très très chauds dehors en arrivant, notamment au moment où il y avait le bus des joueurs qui sont arrivés, tout le monde était vraiment à fond. Et ouais, il y avait beaucoup de monde autour de Geoffroy Guichard. Bon, après, j'ai pas pu rester malheureusement. Mais et puis ouais, point de vue canapé, comme tu dis, puis quand tu vois les photos des Cop Sud avec ses tifos, c'était rempli. Le Cop Sud était enfin plutôt pas mal rempli. T'as un Cop Nord qui est rempli à ras-bord. Tu peux croire que ça va dépasser, ça va tomber sur les côtés. Ouais, non, franchement, l'ambiance avait l'air d'être extraordinaire. J'aurais aimé y être, je vous jalouse carrément même. Tu seras là au prochain. Ouais. Et du coup, toi, Guillaume, t'en as pensé quoi? Mais comme vous, j'ai eu le même ressenti. Hein. J'ai eu le même ressenti, un stade plein. Mais c'est beau, moi je trouve ça remarquable. Il y a encore fou, ce club. Ce club fait vibrer, ce club nous anime. Voilà, 23 000 un samedi soir. Moi je trouve ça magique. À la télé, on voyait parfaitement les Cops. C'était c'était bonne ambiance. On voyait un stade avec la cohésion, le public qui veut revenir. Le public qui reprend un petit frétillement là et ça fait du bien. Et non, moi j'ai trouvé ça bon enfant. J'ai beaucoup aimé. Une question, Bastien. Une question, parce que je pense que toi tu dois savoir. C'est la deuxième fois que je vois les Cops siffler le jeu de lumière oui. Qui est nul, clair. C'est clairement nul. Justement, c'est voulu, ils supportent pas ça parce qu'ils trouvent que ça fait trop un peu Strass, Payet, PSG. Enfin, il y a à peu près aussi le même truc. Faut savoir que j'ai discuté avec des amis qui supportent d'autres clubs et qui m'ont dit qu'il y avait notamment il y avait les mêmes choses à Lyon. Et le problème, c'est que ce truc, ça fait vraiment beaucoup. Ça fait pas authentique, ça fait pas Saint-Etienne, ce jeu de lumière. Donc du coup, les ultras trouvent que ça ne sert à rien. Et du coup, à chaque fois qu'il y a ça, c'est sifflé. Forcément, ce sera sifflé. Et tant que ce ne sera pas retiré, ils vont le siffler. Alors, je vous accorde le fait. S'il y a des auditeurs qui sont chauds pour nous donner un petit peu comment ils ont vécu le stade, le match, s'ils étaient au stade, qu'ils n'hésitent pas à en mettre à nous. Moi, je vous dirai ce qu'ils en pensent. Ça pourrait être super.
Ah, bah, pas de souci, bien au contraire. Carrément. Bien au contraire. Mais alors, nous, au stade, enfin, moi, ce jeu de lumière, il est nul. Voilà, il sert à rien, je suis d'accord. Mais le sifflet, bon, voilà, ça fait. Bon. C'est Mais pour c'est Bah, vrai, c'est pour faire entendre une voix pour dire que ça plaît pas, quoi. Parce qu'il faut quand même le dire des fois quand ça plaît pas. Moi, alors en tout cas, je vais vous faire vite fait quand même le point de vue COP Nord. Alors, en COP Nord, oui, encore une fois, il y avait une belle ambiance, hein. Moi, je suis quand même. J'ai trouvé que par rapport à Pau, ou de mon point de vue COP Nord, ou à Pau, c'était quand même. Il y avait un moment où ça s'était quand même un peu. L'ambiance était un peu redescendue. Là, autant j'ai trouvé que ça c'est quand même, c'était bien mieux, et ça chantait. Et puis même, moi, je voyais il y avait des tout petits, hein, il y avait des enfants qui devaient avoir peut-être 8, 9 ans, qui étaient en COP Nord, qui étaient juste là sur la barrière, tout devant. C'était magnifique. Puis au-delà de ça, oui, le clapping suivait bien. Et puis aussi, j'ai vu, bon, l'animation de la suite qui était très très belle en tout cas. Un COP Sud plein, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, même pour la première fois de la saison, c'est la Sud qui a lancé le Nous sommes les Stéphanois. C'est la Sud qui l'a lancé. C'est vrai. Donc c'est une bonne nouvelle en tout cas pour les COP. Les COP commencent à se remplir. Enfin 23 000. Et je le dis un samedi à 19h. Et en plus, il pleuvait. Oui. Donc c'est tout de même que on a quand même encore une belle base de fidèles. Même, je dirais même qu'on est des fous furieux. Parce que franchement, pour aller voir des matchs de Ligue 2 un samedi à 19h où ton équipe joue pour le maintien, pour beaucoup, il y en a, ce serait. Beaucoup vous diront, oh, je veux pas aller les voir. Nous, on est des fous furieux. On a l'amour, on l'a dans le cœur, on l'a dans le sang, dans nos veines, ça transpire. C'est quelque chose qui nous transpire. C'est pas qu'on va voir un match. C'est quelque chose. On va voir Saint-Etienne. Oui, voilà. On va au stade. Ah, puis au-delà de ça, tu y vas aussi pour une ambiance. Moi, j'y vais pour le match, mais j'y vais surtout parce que je vais chanter, je vais clapper dans les mains, je vais me tenir par les épaules, des fois avec des mecs que je connais pas, et on va chanter, on va sauter, on va animer. Il y a quelque chose, je sais pas, c'est un sentiment. Voilà, c'est ça. Il y a une âme, et il y a une âme qui se ressent. Et en fait, on est peut-être tous différents en dehors de nos vies, mais quand on se rassemble dans ce stade, il y a quelque chose qui nous transporte. Et même, je pense que ça influe bien. Même sur le terrain, ça afflue sur le terrain. Oui. Le fait qu'on pousse tout le temps et tout, ça forcément, ça influe sur le terrain. Et même après le match, à la fin, ils sont venus voir les COP. Ils ont été applaudis. Hein. Les capots leur ont dit, vous avez fait un match de bonhomme. Bravo les gars. Et ça fait aller les verts aller, clapping, machin. Magnifique. Bah écoutez, messieurs, le point de vue du stade fini. On va passer du coup à l'avant-match. Et sur cet avant-match entre le leader du championnat de Ligue 2 face à la révélation ou à l'équipe en forme, en tout cas à la bonne équipe, de la bonne surprise de 2023, l'AS Saint-Etienne, qui se déplacera au Havre samedi 15h tout simplement sur Beansport. Ce sera, ou pour certains, ce sera au stade du Havre. J'ai perdu le nom, je suis désolé. Voilà. Non, c'est ça je sais plus, j'ai perdu le nom en tout cas du stade. Le stade Océane. Voilà, le stade Océane, voilà. Et on va commencer par un petit historique de la rencontre. Albert, face au doyen du foot français. Bah, tu fais bien de le dire, hein. Tu fais bien de le dire parce que le Havre est bien le club doyen du foot français. Hein. Il est né en 1894, mais il a beaucoup navigué entre la D2 et la D1, ce qui fait que entre le nombre de confrontations, on en recense que 59 entre ces deux clubs. Un petit peu. Et ça s'explique aussi par le fait que le Havre ne compte que 24 saisons en D1, alors que l'ASS en compte 69. Donc tu vois, cette différence fait qu'effectivement, il y a moins de confrontations. Et alors, l'ASS compte 23 victoires. La première, le 16 février 1936. Donc tu vois, ça date quand même. 19 nuls, 17 défaites. En D2, les deux formations ne sont rencontrées que 15 fois pour 4 victoires, 4 nuls et 7 défaites. Mais surtout, l'élément qui est à prendre en compte, c'est que l'ASS n'a jamais gagné à l'extérieur en D2 au Havre. 4 nuls, 4 défaites. Donc, c'est pas très réjouissant pour la suite. Les joueurs ayant évolué dans les deux clubs, on va citer Jean-Pierre en tant que défenseur, Jean-Pierre Cyprien, 140 matchs avec les Verts de 1990 à 1994.
Il a été international français avec une sélection alors qu'il jouait à l'ASS. Il a été offert par Aimé Jacquet. C'est le premier match d'Aimé Jacquet d'ailleurs avec l'équipe de France. Parmi les milieux, on a un certain Jean-Pierre Bordas, joueur à l'ASS de 1958 à 1966, donc vainqueur de la Coupe de France 62, champion de France en 1964. Ou Pascal Françoise, 3 saisons à l'ASS de 1986 à 1989. Parmi les attaquants, je vais en citer 3, des anciens joueurs, mais qui ont marqué leur club respectif. D'abord, un certain Albert Locke, je ne sais pas choisi parce que c'est mon prénom, mais c'est le premier entraîneur-joueur de l'ASS en 1933. Il passait d'abord par le HAC. Jules Bigot, un international français, qui a inscrit un décuplé. Et un décuplé, c'est 10 buts en un seul match avec les Verts en Coupe de France le 15 décembre 1940 contre, c'est sympa pour nous d'ailleurs, c'est le club lyonnais, le CS Lugdunum. Ou Lugdunum, je sais pas comment c'est. C'est la plus grosse victoire, non? C'est pas ça? Pardon? C'est la plus grosse victoire contre un club lyonnais, je crois. Ouais. Oui, 13-0. Donc, et 10 buts d'un seul et même joueur. Et le dernier, c'est un joueur qui est un Camerounais, Frédéric Ndoumbé. Il a joué au Havre d'abord, de 1957 à 1960, et il est fait partie de l'équipe du Havre qui était en 2e division et qui a gagné la Coupe de France. C'est le premier club venant de D2 à gagner cette épreuve. Et il est ensuite devenu joueur à la SS de 1963 à 1969, et donc avec un palmarès un peu plus étoffé, 4 titres de champion de France. Okay. Alors, les matchs marquants entre l'ASS et le HAC, on a la première victoire de l'ASS au Havre, qui date du 21 avril 1946. Elle est marquante parce que grâce à cette victoire, les Verts ont rejoint le LOSC, la grande équipe du LOSC de l'époque, à la première place du classement du championnat de D1. Le Havre avait dominé, mais c'est l'ASS qui a marqué pour gagner 2-0. L'ASS aussi a affronté plusieurs fois le Havre en Coupe de France. En 1951, il avait fallu 3 matchs pour les départager. Après 2-0-0, l'ASS a explosé les Havrais 5-1 avec un quadruplé d'un Suisse qui s'appelle Jean Tamini. Et pour la petite histoire, il jouait avec un pied gauche dont le 3e orteil était fêlé et fracturé. Il a quand même marqué un quadruplé. Magnifique. Et pour conclure, le dernier match de l'ASS au Havre, le 13 mai 2009, c'était le match de la dernière chance pour les Verts d'Alain Perrin, qui était 19e à ce moment-là, face au 20e, et pratiquement condamné. Ils doivent jouer sans Blaise Matuidi, leur capitaine, blessé jusqu'à la fin de la saison. Or, ils n'ont jamais gagné sans Matuidi. Ilan, qui était leur capitaine, ouvre le score, mais le Havre mène 2-1. Ilan doit sortir à la pause. Il est aussi blessé. Grâce à des arrêts de Jérémy Janot, les Verts sont encore en vie et ils finissent par l'emporter 4-2. C'est un ouf de soulagement parce qu'en fait, les Verts vont se retrouver 17e et se sauveront de justesse à la dernière journée grâce à une victoire 4-0 contre Valenciennes. Donc c'était très crack à cette époque-là. Et je pense que quand même, contre le Havre, le prochain match, ce ne sera pas bien plus simple. C'est ce dont on va parler maintenant entre nous. Très bien. Oh bah écoute, merci Albert, parce que ouais, franchement, il y a eu des choses des belles anecdotes en tout cas. Franchement, très très fort encore une fois pour cet historique. Bon messieurs, je vais vous faire le rapport de forme. Autant vous dire que si autant c'est la première fois que j'ai été terrifié que je suis terrifié de lire les stats des adversaires. Pour vous dire. Donc on va commencer par nos Verts, l'AS Saint-Etienne, qui à l'heure actuelle, sur les 5 derniers matchs, pour les 5 derniers matchs du championnat, n'est plus la première équipe. Ce n'est que la 2e équipe en termes d'état de forme sur les 5 derniers matchs, avec 3 victoires et 2 nuls dans l'ordre. 11 points pris sur 15 possibles, 8 buts marqués, et la stat qui est plutôt encourageante là-dessus, 3 buts encaissés seulement. Les Verts comptent 2 bons buteurs, 2 meilleurs buteurs, avec notamment Jean-Philippe Crasso, avec 13 réalisations, et aussi Ibrahim Awadji, avec 6 réalisations. L'AS Saint-Etienne à l'extérieur, c'est une équipe qui s'est bien améliorée depuis la dernière fois. Elle était 16e la dernière fois que je vous parlais de l'équipe de l'AS Saint-Etienne à l'extérieur. Aujourd'hui, elle est 14e équipe à l'extérieur, avec toujours 3 victoires, 4 nuls et 6 défaites. Bonne nouvelle, nos Verts savent marquer à l'extérieur.
D'ailleurs, c'est la bonne stat aussi globale, nos Verts savent marquer. C'est la 4e attaque de Ligue 2 à l'extérieur, avec 17 buts marqués. Malheureusement, ce qui nous fait aussi défaut depuis le début de saison, c'est la défense. Les Verts, 18e défense du championnat à l'extérieur, avec 21 buts encaissés. C'est la stat qui fait un peu peur. Et là, on va passer à notre adversaire, Le Havre. Donc Le Havre, leader du championnat, incontesté pour l'instant. Alors, c'est la 4e équipe seulement en termes d'état de forme, avec 2 nuls, 1 victoire, 1 nul et une victoire. En attendant leur match de lundi. D'ailleurs, ils jouent, si je dis pas de bêtises, c'est Metz. Ouais, Metz, ouais. Oui, à Metz. C'est ça. Metz à 20h. Voilà. C'est ça. Donc, gros match en perspective pour les Havrais. Par contre, sur ces 5 derniers matchs, Le Havre a mis seulement 4 buts. Donc, une équipe qui a un peu de mal quand même à marquer, mais qui n'a encaissé seulement que 2 buts. Alors, ils n'ont pas de grands attaquants qui marquent beaucoup de buts, qui se démarquent, parce que c'est une équipe qui gagne souvent ses matchs à l'arraché. Il y a eu, je crois, à peine 2 matchs où ils sont vraiment... j'ai regardé vite fait les résultats. Il y a 2 matchs où vraiment ils se sont tirés. Il y a une victoire 3-0. J'ai perdu le nom de l'adversaire. Mais alors, par contre, il y a l'autre victoire. C'était chez nous. C'était 6-0. Mais à chaque fois, il faut savoir que le Havre s'en sort toujours sur des petits scores. Mais du coup, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de buteurs qui se dégagent. J'ai noté que Alioui et Cornet avaient marqué 5 buts. Et derrière, l'autre, c'est Thiard avec 4 buts. Donc, il n'y a pas de gros buteurs qui se dégagent. 3-0, c'est face à Bastia. Voilà, le face à Bastia. Merci, Colin. Pas précision. Alors, attention, la stat qui fait peur. Sachez qu'en Ligue 2, Le Havre n'a qu'une défaite. C'était une défaite le 6 août 2022 à Valenciennes. Ils avaient perdu 1-0. Donc autant vous dire que c'est très terrifiant de savoir que cette équipe est invaincue depuis août. Et au-delà de ça, c'est la meilleure équipe à domicile. Donc 7 victoires, 4 matchs nuls et 0 défaite. Puisque la défaite était à l'extérieur. C'est seulement la 4e attaque à domicile. 19 buts marqués. Mais comme on l'a dit, Le Havre est premier et c'est pas pour rien. Ils sont la meilleure défense du championnat. Ils n'ont certes encaissé que 11 buts, mais pareil à domicile, meilleure défense avec seulement 5 petits buts encaissés. Et autant vous dire que ça va être très 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 dur. Donc messieurs, vu que du coup on peut faire une très belle transition, comment va-t-on résister au rouleau compresseur havrais qui certes ne gagne pas forcément ses matchs d'une manière écrasante, mais qui prend très rarement de buts et qui surtout a beaucoup de réussite. Donc comment on va faire, messieurs? Je vais laisser la parole. Avec beaucoup de réussite. Avec beaucoup de réussite. Et ben je vais laisser la parole du coup à Guillaume. Comment tu vois ce match face au Havre? Évidemment, on va au Havre, qui est une équipe qui est dans une autre dynamique. On va arriver, on va se faire secouer, c'est sûr et certain. Le Havre, ils ont des attitudes, des habitudes de jeu. Il y a des formats, des choses qu'ils maîtrisent, puisqu'ils ne sont pas là par hasard. Après, Saint-Étienne, moi je dis qu'on est aussi dans une très bonne spirale. Saint-Étienne, qu'on le veuille ou non, en Ligue 2, on est quand même un petit peu craint. Et le Havre, là, va tomber sur un Saint-Étienne avec une défense qui est quand même de plus en plus costaude. Pas impériale, parce que bon, but qu'on encaisse, voilà, mais bon, on a quand même une très très bonne attaque. Moi, ça sera pas simple, c'est clair et net. Hein. Mais Vasquez a sa compo, on sent qu'il y a la formation qui est en place. Moi, j'ai confiance dans la tactique. Je pense que les joueurs, aujourd'hui, Nkunku, ces 2 attaquants de pointe, peut-être Bouchoirie Titu, on a un bon gardien. Bon, je dis pas qu'on va se promener, mais bon, on peut peut-être bien voyager quand même. Albert? Alors, c'est le match test. On a dit ça aussi à Bordeaux, mais là, c'est un autre niveau. C'est clairement un autre niveau. Et effectivement, c'est peut-être le premier match de l'année où on ne partira pas du tout favori. Loin de là. Surtout parce que le Havre, qui gagne souvent ses matchs à l'arraché, gagne dans les dernières minutes. Donc, ça veut dire qu'ils ont une condition physique qui peut leur permettre de marquer ses buts dans les dernières minutes du match. Donc, pour nous, ce sera compliqué.
par contre, il y a des lueurs d'espoir quand même, effectivement, notre attaque. Et peut-être, maintenant que j'y pense, le fait d'avoir titularisé Fomba dès ce match-là, c'était aussi peut-être pour le préparer contre une meilleure adversité au Havre, dans la mesure où il faudra une équipe peut-être plus défensive que ne peut l'être avec Bouchoirie. Donc peut-être effectivement que Fomba sera encore titulaire parce que il va falloir résister, et il va falloir être compact, notamment au milieu de terrain, pour pouvoir résister à la meilleure équipe de L2 et de loin aujourd'hui. Hein. Là où je te rejoins pas sur Fomba, c'est que je pense qu'il va falloir réussir à marquer très rapidement, donc aligner une équipe qui a de l'impact, avec notamment un Bouchoirie titulaire. Maintenant, en plus, il a la hargne. Par exemple, Laval ont marqué dès la 10e minute sur le dernier match. Il va falloir marquer très rapidement, mais il va falloir solidifier en seconde période, surtout que c'est là où on prêche, et justement faire rentrer un Fomba. Va falloir faire rentrer des joueurs en forme, des joueurs qui ont des capacités de défense, je pense, parce que, comme on dit, le Havre marque dans les derniers instants. Sur la dernière rencontre qu'ils ont joué, là on fait le live, donc d'ici là, ils ont joué contre Metz. Mais par exemple, face à Laval, du coup, ils marquent à la 79e minute, je crois. Ouais, c'est ça, 79e minute. Donc, il va falloir être bon, il va falloir, je pense, très rapidement marquer, parce que il va falloir réussir à les prendre à défaut très rapidement, mais aussi tenir le score. Ce qu'on ne sait pas faire, on ne sait pas tenir un score. Donc, c'est ce que tu dis, ça va être un vrai test. C'est là où on sait ce que ça va donner. Voilà, oui, Ouais, moi je grince des dents quand je t'entends dire qu'on sait pas tenir un score. Alors effectivement, on a encore des carences, mais les derniers matchs montraient quand même un gros signe d'espoir, savoir tenir des scores. Contre Dijon, on a su tenir un score. Contre Pau, on a su tenir un score. Alors je suis d'accord que pour le coup, c'est totalement différent. C'est l'opposé de Le Havre et tout. Et d'ailleurs, même en parlant de ça, c'est peut-être le premier match où je suis vraiment inquiet. Et si surtout, je vais être clair et net, c'est le gros test pour notre défense. Voir si elle est vraiment très solide. Et d'ailleurs, en plus, Patles aura beaucoup d'options parce que moi, je suis d'accord avec toi Colin, sur le fait que Batles, pour moi, va vouloir mettre de l'envie et de l'impact, et c'est-à-dire mettre de l'offensif tout de suite. C'est-à-dire que pour moi, il va mettre Bouchoirie Lobry titulaire et il va mettre Cafaro titulaire aussi. Ne l'oublions pas, Cafaro sera titulaire. Cafaro, tu le fous parce que je crois que le Havre, ça joue en 4-3-3. Donc ça tu vas le mettre piston droit. Ouais, mais les trous que ça se fait sur le côté, va falloir un très bon Saïdouzo. Ou alors un bon il ne sera pas derrière. Pour un match comme ça. Si tu mets Cafaro, tu sors Saïdouzo. Hein. Oui, tu es obligé de mettre Apia. C'est ça. Non, et je pense. Donc, oui. Mais bon, Apia. C'est vrai qu'on quoi, Apia il est plus défensif, quoi. Bah, oui, ouais. Mais So, c'est mieux en défense centrale. Ah bah oui. Tu sors la hiérarchie, la gestion des joueurs. So, c'est mieux. Non, mais je pense effectivement que si Cafaro n'est pas rentré, peut-être aussi qu'il n'était encore pas suffisamment remis de sa blessure, mais s'il n'est pas titulaire d'entrée de jeu, c'est que peut-être Laurent Batles ne veut pas toucher à ses trois défenseurs pour laisser Apia en piston droit et pour garder sa défense centrale à 3 avec Seydousso à droite. Maintenant, c'est vrai que Seydousso a terminé sur les rotules, on l'a vu, hein, il a mis 10 minutes à se relever, peut-être un coup sur le bas-ventre possible, mais il a mis quand même 10 minutes à se relever. À un moment, on a même cru qu'il allait être obligé de sortir. Alors, ce qui fait contre Amiens, je parle. Hein. Et donc, ça veut dire que. Il faut peut-être faire descendre Apia. Et sortir Seydousso du 11. Au pire, tu peux rentrer en seconde période si tu mènes. Oui, tu peux, mais rien ne t'empêche de faire rentrer Seydousso en seconde période, à la place de Cafaro, mettre Apia plus haut, et qui va peut-être apporter plus un style plus défensif sur les côtés, et du coup faire derrière rentrer Seydousso pour peut-être t'assurer et essayer de tenir, on va dire, le score si jamais dans l'option on mène, encore une fois, où on fait un match nul. Pour l'instant, je ne serais pas un mauvais résultat. La défense, il ne va pas y toucher. Oui, et même je veux dire, c'est au milieu de terrain, on va faire des choix au milieu. C'est là que c'est là que je veux en venir au milieu de terrain. Effectivement, je pense que la défense, il va pas y toucher. Il va laisser Apia piston droit. Et peut-être le changement qu'on pourrait avoir, c'est Fomba le laisserait pour son impact physique, parce qu'on est extérieur, et peut-être un changement poste pour poste, Bouchoirie Bamba. Bouchoirie d'entrée de jeu à la place de Bamba. Et parce on aurait peut-être plus tard.
Et mon conduit derrière. Et tu Et gardes, Aubry, et il puis faudra un peu si plus tu tard. rentres plus tard, tu gardes une option au cas où si tu mènes pas. Parce que Aubry, mine de rien, ça a de l'impact au milieu de terrain. Donc, ouais, je suis d'accord sur ce point-là. Et on garde aussi Bamba pour la fin de match. Sa Hum fraîcheur et sa Ouais. technique pourra Exactement. pouvoir nous apporter un Ouais. peu plus face à des défenses fatiguées. C'est vrai. Ce qui est fou du côté du Havre, c'est que ce que tu disais, c'est que ça ne marque, enfin, ça met jamais beaucoup de buts par match. Genre, Grand Ouais. Max, sur les 5 derniers matchs, ça met un but. Tu Il vois? n'y a pas Voilà. un buteur qui se détache. Hein. Ouais, Non, il n'y ouais, a pas de buteur. c'est ça qui est fou. C'est qu'il va falloir être bon. Donc c'est un Et quand collectif qui est et si on bien a une rodé, quoi. prestation comme contre Amiens, ça va vraiment être dur. On pourra pas faire une prestation comme contre Amiens face au Havre. On doit être bon offensivement. C'est pour ça que je pense qu'il va faire revenir le système basique qui marchait à peu près jusque-là, avec Bouchoirie et Lobry. Lobry, peut-être pas, on verra, en fonction de comment est-ce qu'il joue la prestation de Fomba. Mais il va pas pouvoir refaire un Fomba Bamba, parce que ça n'a pas marché offensivement. Tout dépendra de Batles. Est-ce qu'il voudra gagner la bataille physiquement au milieu? Il mettra Fomba, mon conduit, et peut-être l'Aubry, à savoir. S'il veut vraiment un impact des accrocheurs, ou alors est-ce qu'il va la jouer plus technique? Il voudra une emprise sur le milieu, mais plutôt vers la balle, avec la conservation, et de venir gêner le milieu du Havre. Et là, peut-être que Bouchoirie, oui, il rentre dans les plans. Si Batles décide de vouloir imposer un peu une patte au milieu technique. Ouais. C'est là où, à mon avis, il va falloir qu'il fasse le choix du physique ou de la possession, peut-être. Déjà, je pense que Bouchoirie mériterait sa titularisation vu l'entrée qu'il nous a fait. Oh, je suis Je d'accord. pense qu'il va prioriser Bouchoirie sur ce coup-là. Et de ce que je vois des shot maps sur SofaScore que j'ai sous les yeux, ça a l'air de les équipes adverses, genre Grenoble et Laval, je viens de voir que sur 2 matchs, ça a l'air de beaucoup tirer dans l'axe. Ils ont l'air de pas avoir réussi à avoir bien imposé leur. Alors j'ai pas lu de map, mais ça, ils ont pas l'air d'avoir de bien savoir imposer un jeu large. Je pense qu'il va falloir être bon dans l'axe face au Havre. Donc, Ah oui, C'est si pour en plus ça, il joue en 4-3-3, ton option sera dans l'axe. c'est pour ça qu'il y a Forcément. Fomba, un petit peu Fomba avec ses grands compas, avec ses grandes jambes qui peut. Peut-être que voilà, c'est peut-être un peu ce profil-là qu'il nous faut quoi, sur ce peut-être match-là. la première de l'association Fomba-Bouchoirie, je crois qu'ils n'ont jamais été associés ensemble. Bah, titulaire, non, ils ont jamais Après, été c'est le associés. Non, leader, oui, après c'est risqué chez le leader de retester quelque de chose. tester Ouais, peut-être oui, bien sûr. un binôme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir un grand Larsonneur. Ouais, Ah une oui. grande défense surtout, avant tout. Une grande Faut se rassurer. défense. Il va falloir nos 3 défenseurs là, ils soient à fond. Hein. Ouais. Là, Et Ouais. pour Après, terminer, et cette idée, d'ailleurs, parce que j'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux, je crois que vous en avez parlé aussi, mon conduit sera suspendu pour Niort. Ouais. Et il y a 2 joueurs, Crasso et Nkunku, qui sont aussi sur la menace d'un match de suspension. Est-ce que Batles ne se réserverait pas le droit de lâcher le match contre le Havre pour et économiser Nkunku, Oui. Crasso, pour les avoir contre Niort? je suis pas pour. Niort, Ouais, mais faut Je pas suis pas pour. briser. Moi non Je pense pas qu'il Je faut suis pas briser la pour. dynamique parce que ça peut casser le moral. Tu peux sortir enfin, tu peux sortir je sais pas, genre un Wadji, mais pas un Crasso en tout cas, parce que c'est ton Mais jeu. En fait. admettons qu'on soit mené 2-0 au bout de 60 minutes. Est-ce qu'il Oui. n'y aura pas oui, il les fera les changements, il les préservera à ce l'envie moment-là. de Dans ce cas-là, sauver oui. les 2 joueurs s'ils n'ont pas de temps? Je pense que ça dépendra du scénario, mais effectivement, il pourra peut-être faire sortir des joueurs si jamais il voit qu'on est dépassé et qu'on n'y arrivera pas. Peut-être qu'il fera sortir des joueurs pour les préserver et d'éviter de prendre des cartons jaunes. Ça, je pense que Batles pour le coup c'est pas quelqu'un c'est pas un coach bête, c'est quelqu'un plutôt intelligent là-dessus. Il doit être au courant de la situation avec les cartons. Hein, donc, je pense qu'il va le voir. Hein. Si tu vois que tu perds 2-0 au bout de 60 minutes, t'es dépassé techniquement. On va éviter d'avoir un suspendu contre New York, qui à ce moment-là sera ta priorité du coup, parce que le match après est dans 2 semaines, on a quand même une semaine de repos. Après, Et c'est oui. pour ça que les cartons de la semaine prochaine compteront pour le match contre Contre Niort. à cause justement de la trêve. Est-ce qu'on peut dire objectivement que le Havre est quand même supérieur à Niort et donc l'équipe type, faut tout mettre contre le Havre et puis les cartons, on n'y pensera pas. Et que même si tu as des suspendus, Niort, ça reste un calibre plus. Peut-être que s'il te manque 1 ou 2 absents contre Niort, c'est pas trop chiant, quoi. Ou moins. Je sais pas.
Ouais, mais c'est justement le match où tu vas chercher des points. Parce que le Havre, ça ferait des ordres quand même. Le Havre, t'as dérouiller, moins de tu chance, vois. t'as plus de chances d'aller chercher des points face à Niort que au Havre. Donc, est-ce qu'il faut pas prioriser Niort là où à Patarabia? Ouais, mais alors dans ce cas-là, tu joues pas les 3 premiers, tu mets une équipe B, quoi. Les 3 premiers de championnat, tu mets ton équipe B, quoi. Bah, vous voyez, on nous dit dans le chat que tous les matchs sont importants. Ouais, moi Donc, je suis d'accord avec ça. Mais il faut garder la Faut prendre dynamique. les points. Faut prendre les points là où on peut et espérer un maintien rapide. Voilà, sans trop de Oui, souffrance. l'absence de Nkunku et de Crasto m'inquiéterait, moi, contre Niort. Oui, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec toi, Albert. Alors, Non, mais Ne pas titulariser Nkunku. je pense que Ouais, il mais faut y aller avec nos meilleures armes oui. et en fonction du scénario, peut-être prévoir Ouais. de lâcher le match si celui-ci nous est, Ouais. si le Havre nous est largement supérieur et qu'on ne peut rien obtenir. Se donner à fond, on va dire, dès le début. Pour s'assurer contre Niort. Parce que c'est le match le plus important des deux, c'est bien contre Niort. Hein. Il n'y a pas de doute. Après, malheureusement, ça fera un mois de mars de très faible niveau, comptablement parlant, parce que pour l'instant, on a que 2 points. 2 points, et si Oui, on mais 2 ramène points, rien ça, de c'est là, Après, bon. Et avec ce qu'on a fait avant, on peut pas s'en plaindre, quoi. Avec le Après, mois de février, on est dans la dynamique, on est encore dedans, on est dans les clous, quoi. je sais bien, mais l'écart avec nos poursuivants immédiats se réduirait fortement même. Et donc, on sentirait de nouveau le vent du boulet passer, quoi. Et Niort redeviendrait un match à 6 points. Alors que on aurait pu penser, pas pu penser, mais on aurait pu peut-être se l'éviter. Bon. Tes 2 points d'Amiens, ils coûtent cher au final. Parce que. Ouais, non, très clairement. Pour moi, non, mais c'est sûr, ils vont coûter cher. Bah, écoute. Dans tous les cas, il faudra regarder. On est capable de tenir le choc au Havre, prendre un point. Oui. Bah, de toute façon, faudra y aller et aller regarder droit dans les yeux. Complètement. Il faudra faire un match où il faudra regarder. De toute façon, il faudra les regarder les droits dans les yeux. Et après, de toute façon, en fonction du scénario, t'ajusteras. Parce que pour moi, après, ça c'est, on n'est pas dans la tête de Batles là-dessus. Il fera ses choix. Après, si jamais il y a un truc, il y a une couille, machin, bon bah, ce sera comme ça. Hein. On pourra pas prédire. De toute façon, on peut pas prédire le scénario d'un match une semaine à l'avance. Bah écoutez, messieurs, je vous propose de passer à l'instant boule de cristal, Madame Irma. Vous allez me donner le pronostic et juste après le pronostic, Albert, tu nous parleras d'une bonne nouvelle aussi à la Saint-Etienne qui s'est passée cet après-midi. Donc allez, Guillaume, ton pronostic, Le Havre Saint-Etienne, samedi 15h, qui vois-tu gagner? Un partout. Est-ce que tu as un buteur côté Stéphano au moins? Ça sera Wadji. Très bien. Colin? Un partout aussi. Buteur côté Le Havre, Antoine Joujou qui a mis son but face à Laval et dans une dynamique. Après, j'aimerais bien voir un petit peu ce que ça va donner du côté de Metz. Mais même ça se Le passe Havre, même le buteur du Havre, Et il nous sort les buteurs de Havre, quoi. ouais, mais parce qu'il a fait voilà, ça a été un buteur, pourquoi pas, tu vois. Et après, à voir ce qu'il donne du côté de Metz, enfin demain face à Metz, ouais. Et après, du côté de Saint-Étienne, si Bouchouard est titu, je vois pas pourquoi est-ce qu'il mettrait pas de but, sachant que j'ai l'impression qu'il en tente de plus en plus. Avec la hargne, ça peut mettre un but, aller chercher le 1-1. On marque en premier, ils égalisent. Et moi, je pense que ça fait un bon score. Ok, et Albert? Ah bah moi, comme d'habitude, 1-0 pour l'AS contre le Havre. Ça, on ne change pas une équipe qui gagne. Et but Petro. But Petro. Voilà. Ah bah écoutez, allez. Moi, je vois un match. Je vois un match nul. Et je pense que ça va être un peu foufou. Je vais me jeter un peu... je vais jeter à l'eau, mais je vois un 3 partout entre l'AS Saint-Etienne. Je vois le match fou de 15h entre Le Havre et Saint-Etienne. Un match qui va être débridé. Des équipes qui vont... Ouais, et je pense que oui, justement, ça va être ça. Ça va être foufou un peu. Et tant mieux. Et les Verts vont planter 3 buts et 3 buteurs différents pour le coup. Alors, je vois bien Thomas Monconduit qui va marquer. Anthony Briançon de la tête. Toujours. Et le troisième buteur sera, je vais dire Wadji. Allez, Wadji, je suis confiant avec Ibrahima Wadji. Voilà, 3 partout. Bah, écoutez, monsieur, pour les pronos, c'est tout. Et on va passer. Juste, n'hésitez pas à nous donner. D'ailleurs,
chat. On vous les lit tout tranquille. On vous les lira. C'est un Fanatic Beer qui parle d'ailleurs beaucoup sur le chat, donc c'est vous donner le pronostic. Et d'ailleurs, Albert, tu vas nous parler de la bonne nouvelle du jour qui s'est passée cet après-midi. Les Amazones ont encore gagné. Non. J'espère que vous l'avez appris, oui. 4-0 contre Grenoble. Encore une belle victoire. Bravo, les 3 filles. buts différentes. Cindy Caputo, 11e but. Comment elle s'appelle? Pétonne de Priest, qui marque son 12e but aussi. Et Blanchard. Donc, franchement, Super. une 15e victoire consécutive. Et malgré tout, elles sont avec Marseille sur les talons, 5 points derrière. Et sachant que le dernier match de la saison, c'est un Marseille-Saint-Etienne. Donc, ce qui veut dire que malgré tout, les Amazones ne peuvent pas se relâcher. Elles sont obligées de faire un championnat plus que parfait pour pouvoir espérer monter en Ligue 1. Donc, ça veut bien dire qu'on a là un beau championnat, 2 belles équipes aux premières places, et la meilleure sera forcément les Amazones, bien sûr. Hein, Évidemment. Évidemment. Bah oui. 15 victoires, mais 15 victoires, c'est la deuxième meilleure performance en des deux. Aucune autre équipe, il n'y a qu'une équipe qui a gagné plus de matchs qu'elle depuis le départ, depuis le début du championnat, dans l'histoire de la D2. Donc vraiment, c'est une performance XXL qu'elles nous font, super. Et donc ça méritait bien de les mettre en avant en cette fin d'émission. Bah, en tout cas, on leur souhaite de poursuivre ce magnifique parcours et de monter du coup en D1 féminin, en D1. Voilà. Ouais. Elle le mérite. En tout cas, on leur souhaite. Elle le mérite. Eh ben, écoutez, est-ce que Colin, tu as des petits pronostics de la part du chat? Eh ben, on a Fanatic Beer qui nous dit un match nul. Bon. Ah, voilà. C'est un match nul en fait, ça va être. Donc la tendance est au match nul de la part de nos viewers. Eh ben écoutez, messieurs, sur cette bonne nouvelle, sur ces pronostics magnifiques, on va vous laisser. Et pour le coup, on se dit à bientôt. C'était la Lucarne Verte. J'étais avec une excellente équipe ce soir. Merci à Colin, merci à Albert, mais merci à Guillaume. C'était Bastien. Salut à tous. Ciao les mecs. Salut tout le monde.